Bonjour à tous, mes chers apprentis, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, comme promis, nous commençons la deuxième grande partie de notre cours sur la Troisième République, le grand 2 que j'avais intitulé « D'une république royaliste à une monarchie républicaine, 1871-1879 ». Nous allons donc aborder une courte décennie, puisque c'est une décennie qui finalement dure 8 ans, et nous allons voir que cette décennie, dans la vie politique française, elle se décompose, si vous voulez, en deux tendances. Une tendance d'abord royaliste et en fait une victoire républicaine à la fin. Donc nous commençons avec le petit 1, le moment royaliste, 1871-1875. Je vais d'abord vous donner les trois grands courants politiques qui s'imposent au début de la Troisième République, dès les années 1870 avec la guerre et 1871 quand les institutions commencent à fonctionner à leur rythme de croisière. Donc trois grands courants. D'abord un courant que l'historien Pierre Miquel, sur qui je me suis beaucoup appuyé pour préparer ce cours, a appelé les burgraves. C'est quoi un burgrave ? C'est un commandant militaire d'une grande ville dans l'Allemagne médiévale, et Pierre Miquel va donner ce nom de burgrave à ces républicains qui sont notables plutôt, évidemment, et favorables à un régime parlementaire. Il va y avoir, par exemple, parmi ces hommes politiques impliqués dès les débuts de la Troisième République, le général Louis-Jules Trochu, qui est un breton catholique, Jules Favre, dont on a déjà parlé, qui est un libéral, anti-révolutionnaire mais pas réactionnaire, et qui est contre le cléricalisme. Attention, être contre le cléricalisme, c'est pas être contre l'Église, c'est être contre une influence exagérée des religieux dans la vie politique. Chez ces burgraves, donc c'est le surnom que Pierre Miquel leur donne, on va trouver également deux autres Jules, Jules Grévy, républicain, qui est issu d'un milieu rural et qui est plutôt modéré, et enfin Jules Simon, je vous avais dit que son vrai nom de famille c'était Suisse, il se fait appeler Jules Simon, qui est impliqué aussi dès les débuts de la Troisième République. Deuxième courant, là un courant purement révolutionnaire, dans lequel on va retrouver beaucoup de communards, par exemple Charles Longuet, qui est membre de la Première Internationale et le gendre de Karl Marx, puisqu'il a épousé la fille de Karl Marx, Jenny Marx. Chez ces révolutionnaires, on a également le brave Raoul Rigaud, dont je vous ai déjà parlé, qui est mort pendant la Commune après avoir fait fusiller des otages dont l'archevêque de Paris. Il y a également Louis-Auguste Blanqui, également communard, partisan d'une lutte violente, car il ne croit pas dans les institutions, et on le surnomme, ce Louis-Auguste Blanqui, l'enfermé. Pourquoi on le surnomme l'enfermé ? Parce qu'il passe une grande partie de sa vie en prison, puisque, comme je vous le disais, il ne croit pas dans les institutions, il croit plutôt au combat violent. Donc forcément, ça n'aide pas à rester en liberté. Ça, c'était le deuxième courant politique. J'ai d'abord parlé des burgraves, donc des notables plutôt modérés, ensuite donc des révolutionnaires, et là le troisième courant, ce sont les radicaux et francs-maçons. C'est pas la théorie du complot qui me fait dire franc-maçon, hein. C'est quelque chose de notoire, qui n'est pas caché à l'époque, c'est un vrai courant de pensée. Parmi ces radicaux et francs-maçons, tous ne sont pas radicaux, tous ne sont pas francs-maçons, mais ils ont les mêmes tendances politiques, si vous voulez. C'est pour ça que je les mets dans le même courant. On a d'abord Léon Gambetta, dont j'ai déjà parlé. Il a 33 ans en 1871. Je vous ai dit qu'il avait été ministre de l'Intérieur. Il avait lutté pour mener le combat contre les Allemands, mais finalement il n'avait pas été soutenu. Et depuis le 6 février, il n'est plus ministre. Il devient en fait chef de l'opposition. Ensuite, on a Jules Ferry, un autre grand nom dont vous avez entendu parler déjà et dont vous allez encore entendre parler. Jules Ferry, à cette époque-là, a 49 ans. Il a été, pendant une période, maire de Paris du 15 novembre au 5 juin 1871. Je vous ai dit lors de la dernière vidéo qu'il n'y avait traditionnellement pas de maire à Paris. Eh bien, situation de crise oblige, Jules Ferry est quand même nommé par le pouvoir maire de Paris le 15 novembre 1870, et il va le rester jusqu'au 5 juin 1871. Il est maire de Paris, pourquoi ? Parce que le fait d'être le maire de Paris et pas simplement un président du conseil municipal de Paris, qui est composé d'autres maires, des maires d'arrondissement, le fait d'avoir un maire à la tête des autres maires, ça permet de centraliser le pouvoir
et en toute logique d'être plus efficace pour calmer l'effervescence parisienne, pour régler les différends avec les Allemands, etc. Bon, on sait que ça n'a pas bien fonctionné puisqu'il y a eu l'épisode de la Commune et de la Semaine sanglante. Après cela, il va devenir Jules Ferry député des Vosges également, enfin dès le début de l'année 1871, et il va rester longtemps député des Vosges. Et pour finir, un autre personnage qui est là beaucoup plus âgé, Adolphe Crémieux. Il a 75 ans, c'est un juif et président de l'Alliance israélite universelle, c'est-à-dire internationale. Et Adolphe Crémieux reste connu encore aujourd'hui puisqu'il est à l'origine d'un décret d'octobre 1870 qu'on appelle le décret Crémieux, qui donne la nationalité française aux Juifs d'Algérie qui jusque-là n'avaient pas cette nationalité. Voilà donc pour les trois grands courants politiques qui s'affrontent à ce moment-là du côté républicain, donc les burgraphes plutôt modérés, également les radicaux et les francs-maçons, et également les révolutionnaires. C'est donc Adolphe Thiers qui est à la tête de cette république qui doit être pour les monarchistes provisoire, mais pour Adolphe Thiers, elle devra être finalement pérenne, cette république. Elle a vocation à s'implanter. Pour Thiers, pour autant, la République sera conservatrice ou elle ne sera pas. C'est une citation d'Adolphe Thiers que je vous ai livrée là. Il y a beaucoup de partis dans cette République, il y a des grandes tendances, mais il y a aussi encore plus de partis. On a des républicains modérés, le centre-gauche et droite, des radicaux, des bonapartistes, des orléanistes, des légitimistes. Je vous ai déjà peut-être expliqué la distinction entre les deux. Orléanistes et légitimistes sont royalistes, mais les légitimistes veulent à la tête du pays un descendant direct de Louis XIV, la famille Bourbon, tandis que les orléanistes sont partisans d'une monarchie avec à sa tête un descendant de Louis-Philippe, donc de la famille d'Orléans, qui sont des cousins des Bourbons directs. Il y a une bisbille entre les deux et les légitimistes veulent réinstaller un vrai Bourbon, si vous voulez. Donc, en l'occurrence, ça va être le petit-fils de Charles X, puisqu'on considère que ce sont les seuls légitimes, les seuls qui ont été élus de roi divin, alors que les orléanistes, eux, veulent être les héritiers d'une monarchie constitutionnelle dans laquelle on garde des héritages de la Révolution française. Ils sont très mal vus par les légitimistes, les orléanistes, puisque je vous rappelle que le père de Louis-Philippe Ier, donc le premier roi d'Orléans, a voté la mort de son cousin Louis XVI. Donc, ils sont un petit peu quand même considérés comme des traîtres. Enfin, en tout cas, à la Chambre des députés, on a une majorité royaliste en 1871 qui est assez nette. Mais il y a une progression des républicains dès 1871-72 dans les élections qui vont suivre, et également des bonapartistes à un moment. Mais ça va être assez court. La République française, elle se fonde sur une défaite, et elle se fonde également sur le désir de retrouver tous les territoires français. Le 10 mai 1871 est signé le traité de Francfort qui entérine la perte de l'Alsace-Lorraine. Il y a d'autres conséquences dans ce traité de Francfort, des conséquences dont j'ai déjà parlé, des conséquences financières, puisqu'on va devoir livrer 5 milliards de francs à l'Allemagne, qui nous a vaincus en dédommagement, si vous voulez, de la guerre qu'on a causée, puisque c'est nous qui avons déclenché la guerre. Et puis, il va y avoir aussi l'amputation d'un certain nombre de territoires. On va avoir en tout 5 départements concernés par l'amputation et l'annexion allemande. Le Haut-Rhin, sauf le territoire de Belfort, je vous rappelle qu'Adolphe Thiers a négocié pour conserver Belfort, le Bas-Rhin, la Moselle, une partie de la Meurthe et une petite partie des Vosges. Au total, ça fait 1700 communes et 1 600 000 habitants, c'est-à-dire environ 5% de la population française, mais aussi environ 5% de la production minière et métallurgique, et c'est une surface, un espace qui regroupe 20% des gisements miniers, c'est-à-dire houille, fer, potasse. Donc ce n'est pas rien au niveau économique non plus. La France est endettée, je vous ai parlé des 5 milliards à rembourser, ainsi que leurs intérêts, on rajoute plus de 500 millions de francs, et puis des frais d'occupation, plus de 340 millions de francs. En plus de ça, humiliation ultime, la France reste occupée. Le nord et l'est de la France restent occupés par les Allemands jusqu'au règlement des indemnités de guerre en 1873, ça je l'ai évoqué
dans la vidéo précédente, dans l'introduction. Et outre l'humiliation, l'endettement pécuniaire, on a également 138 000 morts lors des combats, 400 000 prisonniers, dont 18 000 prisonniers qui sont morts en captivité. Vous voyez donc, c'est une défaite totale pour la France. Hein. Non seulement on est occupé, on perd du territoire, on doit de l'argent aux vainqueurs, et puis en plus, on a perdu énormément de soldats. Tout ça, ça va former dans les mentalités françaises un désir de revanche sur lequel je vais revenir plus tard. Mais en tout cas, la même année que ce traité de Francfort et que cette défaite totale de la France, va être composé un chant qui porte le nom des deux régions principales qui ont été annexées par les Allemands. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine.